un feu. Bonjour, donc nous voici donc avec Maître Avalon. Donc Maître, pouvez-vous nous parler de votre parcours, vos premiers contacts avec les arts martiaux? Bien sûr. Déjà, la première question, c'est que si vous me posez la question sur mon parcours, c'est que vous n'avez pas lu mes livres. Donc je vous invite déjà à le lire pour avoir toute l'historique de mon parcours personnel et l'historique des arts martiaux vietnamiens. Comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais vous rappeler mon parcours. J'ai commencé les arts martiaux vietnamiens, en fait, je dirais assez tard, j'avais 18-19 ans. Mais j'ai commencé les arts martiaux en général à 5 ans et demi avec mon père. J'étais très embêté à l'école, parce que j'étais de petite taille. Et déjà quand j'étais enfant, dans ma prime enfance, j'étais très embêté. Donc mon père a commencé, parce qu'il avait eu une formation d'arts martiaux, il a commencé à m'enseigner ce qu'il savait des arts martiaux. Il était lui-même ceinture noire de Jiu-Jitsu. Et j'ai eu un rapport avec mon père à ce sujet-là pendant une bonne dizaine d'années, jusqu'à ce qu'il décède en fait. Après son décès, j'ai eu une phase de passage à vide comme beaucoup d'adolescents dans ce cas-là. Et puis je me suis engagé dans l'armée. J'ai eu ensuite un contact avec les arts martiaux vietnamiens et j'ai continué la formation dans les arts martiaux vietnamiens parce que c'était, j'avais été amené par un ami et puis ça m'a plu ce côté en même temps très rond, très puis il y avait ce côté philosophique aussi en même temps et puis la recherche d'efficacité assez dépouillé en fait dans l'efficacité. Donc je suis resté dans cette pratique des arts martiaux vietnamiens et de manière concomitante, j'ai travaillé également avec l'armée. Et dans l'armée, j'ai travaillé ce que l'on appelait à l'époque, de manière grossière, le close combat. Et ça m'a donné une première expérience par rapport aux arts martiaux. Expérience que j'ai voulu développé au travers de contacts avec différents experts en France. Et puis, au milieu des années 80, je suis parti en Chine, parce que j'avais travaillé dans les arts martiaux chinois avec différents experts, en plus des arts martiaux chinois, des arts martiaux vietnamiens. Et je suis parti en Chine, à l'école d'État de Pékin, d'où je suis sorti avec un diplôme de professeur expert. Et je suis venu ensuite partager ma connaissance, ma synthèse des arts martiaux avec un public occidental. Et j'ai eu un accueil assez enthousiaste en fait, de la part de certains, moins enthousiaste de la part d'autres personnes, qui je pense étaient, on dira, jalouses de mon parcours. Voilà. Et j'ai quelques épisodes croustillants que certains élèves ont partagé avec moi. Mon parcours en fait est jalonné de recherche et de pratiques intensives. Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, je pratiquais entre 10 et 12 heures par jour, notamment quand j'étais à Pékin. Voilà, j'avais 10 heures d'entraînement, 2 heures de vélo pour aller rejoindre mon lieu d'entraînement. Donc j'étais dans le sport permanent. J'avais un entraînement de sportif de haut niveau. Je ne faisais pas les Jeux Olympiques, mais j'avais un entraînement de sportif de haut niveau. Entraînement que j'ai quasiment maintenu pendant près de 20 ans. Puis après j'ai ralenti d'un coup, les blessures, l'âge, les enfants, etc. Et un entraînement que j'ai maintenu pendant près de 20 ans entre 8 et 10 heures par jour pour maintenir un niveau que j'avais acquis,
pour le faire reconnaître, et puis pour moi-même, parce que je m'étais fixé un but. Ce niveau a été reconnu en 1990. J'ai passé un grade et un diplôme à Laval lors d'un GRT, et ma prestation a été très remarquée par l'ensemble des maîtres et experts de l'époque. Il y avait Maître Thiel, Maître Desmantat, Maître Marion, il y avait Michel Chapuis, il y avait différents maîtres et experts à l'époque qui ont remarqué mon passage. Et l'année suivante, ils m'ont proposé pour être reconnu comme chef de file d'une école par l'AGES, Assemblée des grandes écoles hostiles de la Fédération des arts martiaux. Donc en 1991, j'ai été reconnu en tant qu'expert, chef de file d'un style, représentant d'un style, et j'étais parrainé à l'époque par 3 maîtres de la Fédération européenne, qui étaient Maître Desmantat, Maître Nuntin et Maître Marion Louis, aujourd'hui décédé. Voilà pour mon parcours, de manière assez schématique, et puis aussi j'ai été très court là sur ce que je vous ai dit. Je peux répondre à beaucoup de questions si vous voulez que je vous précise les choses. Maintenant, comme je vous l'ai dit dès le départ, mon parcours est décrit en détail dans mes différents ouvrages. Merci pour cette première partie. Donc vous avez eu plus de 50 ans d'expérience d'enseignement des arts martiaux. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu, nous donner votre définition des arts martiaux, surtout à l'heure actuelle, des arts martiaux dans notre société qui devient de plus en plus une société où la violence est omniprésente. Donc quelle est votre vision des arts martiaux? Déjà peut-être si vous pouvez essayer de nous présenter, nous définir ce que c'est pour vous les arts martiaux, et puis comme ça nous préciser votre vision, votre conception actuelle des arts martiaux avec votre expérience. Oui, alors, petite précision. Je pratique les arts martiaux depuis un peu plus de 50 ans, puisque j'ai commencé à 5 ans et demi, j'ai 62 ans dans quelques jours, donc un peu plus de 50 ans effectivement. Mais je n'enseigne pas les arts martiaux depuis 50 ans. J'enseigne les arts martiaux que depuis 1983. Donc il est vrai que parmi ceux qui peut-être visionneront cette petite vidéo, certains n'étaient qu'un espoir dans les testicules de leur père quand je chevauchais déjà les tapis des salles d'arts martiaux. Pour autant, ma vision des arts martiaux n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. Parce que quand on est jeune, on a beaucoup de choses à prouver, à se prouver d'abord à soi-même. Il faut savoir pourquoi on commence à faire des arts martiaux. Comme je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, j'ai commencé les arts martiaux parce que j'étais très embêté à l'école. Et mon père, qui avait déjà une formation assez solide, lui, m'a apporté les éléments de base pour que je puisse me défendre face aux agressions auxquelles j'étais sujet. Donc j'ai continué avec cet état d'esprit après, comme beaucoup de pratiquants qui poussent la porte d'une salle. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La plupart des pratiquants qui poussent la porte d'une salle, avec mes expériences de pratique, ont tous le même profil. On a un petit peu le même profil que ceux qui vont faire de la musculation. C'est des gens qui sont en perte de confiance en eux. Des gens qui ont un peu peur de l'extérieur, un peu peur de l'affrontement, qui cherchent un peu une pratique physique. Mais ça, c'est souvent une excuse que l'on se donne. Parce que la plupart du temps, le profil du pratiquant, c'est « je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai pas confiance en moi, je veux apprendre à me défendre, je pousse la porte d'une salle d'arts martiaux ».
Et puis, avec le temps, on se laisse prendre au jeu de certains clubs qui vont nous apporter non pas la pratique des arts martiaux, mais la pratique du jeu martial, la pratique de la compétition martiale. La compétition avec tous ses interdits, avec tous ces... On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis on va peut-être arriver à gagner des compétitions, des titres, pourquoi pas. C'est assez comique d'ailleurs parce que tous les ans, il sort des champions de France dans toutes les catégories possibles et imaginables de 55 kilos. Alors les 50-55, les 55-60, les 60-65, 65-70, etc. Jusqu'au plus de 100. Ils sont tous champions de France. Ah, il y en a en junior aussi, il y en a en cadet. Et puis tous ces gens-là sont champions de France d'une catégorie de 5 kilos et par rapport à un panel technique hyper restreint. C'est assez comique en fait. Parce que généralement, parallèlement au titre acquis, il y a un enflement spectaculaire de l'ego qui est en fait complètement contraire à l'esprit de l'art martial original. L'art martial, il faut savoir pourquoi on fait les arts martiaux. Plongeons-nous 2000 ans en arrière, voire 5000 ans pour les arts martiaux vietnamiens, puisque on retrouve des traces de l'art martial vietnamien sur le tam-tam de New York Club, il y a plus de 5000 ans. Alors, il suffit de se placer dans ce contexte-là. On pratique les arts martiaux pourquoi? Initialement, pour apprendre à se défendre contre des brigands, contre des bêtes sauvages, contre des gens qui veulent me tuer. Donc, je ne suis pas là pour être un chevalier. Ça me fait beaucoup rire, ça. Je ne suis pas là non plus pour marquer des points, bam, et puis m'arrêter, comme on le voit dans certaines formes d'art martial, que je ne citerai pas, mais sont blancs. Et puis, non, je n'ai pas cité. Je respecte. Très peu. Et puis, nous avons des formes de compétition qui vont me dire, ah ben vous n'avez pas le droit de frapper là. Non, non. Et les coups de poing remontants, on n'a pas le droit. Et les coups de poing dans les jambes, les coups de pied dans les jambes, on n'a pas le droit. On ne projette pas. Et puis quand on est au sol, on ne continue pas. Ah, puis ça c'est interdit. En fait, on est non seulement champion de France, d'Europe, voire du monde, d'une catégorie de 55 kilos, mais également d'une forme hyper allégée de combat. Le problème, c'est que les individus s'entraînent et s'entraînent, et s'entraînent parfois beaucoup, uniquement sur ces formes-là. Et petit à petit, ils se sont atrophiés des formes, des techniques qui sont réellement efficaces. Parce que si je prends l'habitude de donner 1 million de fois un coup de poing que je vais arrêter, si je prends l'habitude de ne jamais taper dans les jambes, ou de ne jamais donner un coup de poing remontant, il n'y a aucune raison. Le jour où je vais avoir besoin de me servir de ce que j'ai appris pour me défendre, que j'utilise une technique que je n'ai jamais effectuée. Le problème, il est là, ou que j'ai effectué une fois de temps en temps, à l'occasion d'une démonstration. Ça veut dire que les techniques de compétition sont très souvent amputées d'une grande part de l'efficacité martiale et qu'en plus, elles me donnent l'illusion à moi d'être efficace. Parce que j'ai été efficace dans un contexte particulier. Ça ne veut pas dire que dans le contexte de la réalité, je le suis. Et en fait, la plupart du temps, je ne le suis pas. J'ai vu des quantités de pratiquants d'arts martiaux au travers
de ma longue expérience déjà de l'enseignement, j'ai vu des quantités de pratiquants d'arts martiaux qui se faisaient allumer, comme on dit vulgairement, par des non-pratiquants. J'ai vu des quantités de pratiquants d'arts martiaux qui arrivaient en arborant de belles ceintures noires, voire des titres ou des grades époustouflants, venir à l'intérieur de ma salle, se faire couper en rondelles par des pratiquants qui avaient 3-4 ans de pratique, mais qui pratiquaient selon mes critères, c'est-à-dire sans interdit, autre que les coups de pied dans les parties, et encore. Et ils étaient très étonnés à chaque fois. De dire, alors certains, ceux qui avaient l'ego le plus enflé, refusaient, ne revenaient pas. D'autres restaient, en acceptant d'avoir été mauvais, tout simplement mauvais. Et cela apprenait, et puis évoluait. J'ai des quantités d'élèves qui sont arrivés d'autres styles d'arts martiaux vietnamiens ou d'autres écoles d'arts martiaux qui étaient parfois pas du tout vietnamiennes et qui sont venus, qui sont restés, qui ont évolué, qui ont grandi, qui ont passé des niveaux chez moi, bien que chez nous, on le sait très bien, les niveaux, on s'en fout complètement, c'est comme les compétitions. Et ils ont évolué pour eux-mêmes, pour atteindre une certaine efficacité, et au bout du compte, ils ont compris quelle était l'essence de l'art martial, ce qu'on recherche. C'est quoi l'essence? Comme je le disais tout à l'heure, historiquement, c'est apprendre à se défendre dans la réalité. Dans la réalité, j'ai quelqu'un qui m'en veut à ma vie, ou à mon portefeuille, ou à ma femme, et cette personne, elle va essayer de me faire du mal. Au bout du compte, il y a deux bêtes sauvages qui vont s'affronter, parce que c'est ça en fait. L'être humain n'est qu'un animal qui s'est plus ou moins domestiqué tout seul. Donc on va avoir un combat entre deux animaux. Il y en a un qui doit gagner, un qui doit perdre. Celui qui doit gagner, c'est moi. Parce que si j'ai perdu, je suis par terre, je suis mort, je suis KO. Si on en veut à mon portefeuille, on me le fauche. Si on en veut à ma femme, on la viole. Si on veut uniquement me faire du mal, eh bien j'ai perdu. Donc, l'art martial original, c'est être capable de rester debout, de se transformer artificiellement en bête sauvage, de se battre comme tel, et de gagner contre cette autre bête sauvage, de manière à ce que ce soit moi qui reste debout. Donc, on est très très loin des techniques de compétition, moi ça me fait beaucoup rire tout ça. On est très très loin de cet esprit compétition où on dit ah ben il est par terre, on arrête, ah ben on a donné un coup, on se remet en garde. Non, 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 il n'y a pas d'interdit. Dès lors que j'ai franchi la porte de mon domicile et que je suis dans la rue, le seul interdit qu'il peut y avoir, c'est d'être surpris par une caméra ou par un témoin si je me fais agresser. Parce que si je me fais agresser, que ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que je pratique les arts martiaux et que j'accepte de me prendre une volée, ça m'appartient. J'ai accepté parce que je n'ai pas voulu me défendre. Mais si je prends une volée en me défendant parce que je suis incapable de faire face à la réalité du combat, excusez-moi, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir pratiqué pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans, si je suis incapable de me défendre face à une agression? Ça veut dire que tout ce que j'ai appris ne m'a servi à rien. Je peux creuser un puits dans le Sahara, si c'est pour ne pas trouver d'eau, ça ne sert à rien que je creuse un puits. Si je pratique les arts martiaux, et que le jour où j'ai besoin de me défendre, je suis dans l'incapacité de le faire réellement parce que je n'ai fait que des techniques bidons, je dis bien bidons, de compétition, c'est comme si je creusais un puits dans le désert
en étant certain qu'il n'y a pas d'eau. En plus, j'aurai du sable dans la bouche. Je serai encore plus con qu'au départ. C'est exactement pareil. J'ai vu des pratiquants, je tairai le nom, par décence. Ici, il y a un pratiquant d'arts martiaux, là, dans ma région, qui est 7e dan, qui est assez orgueilleux. Il appartenait à une grande institution qui est censée défendre la population et qui est souvent mise en cause actuellement. D'accord? Très bien. Cette personne est entrée un jour dans une boîte de nuit dont la porte était défendue par un de mes élèves qui, à l'époque, était un 3e cap. Bon, vous voyez le niveau d'un 3e cap, une ceinture bleue environ. Cette personne, 7e dan de karaté. Cette personne, champion de France dans sa catégorie costumée. Je ne cite pas la personne, je reste décent. Cette personne-là a été impolie. Déjà, pour quelqu'un qui a un haut niveau, c'est honteux. Cette personne-là a été impolie et insultante avec 7 élèves qui étaient le mien et qui étaient à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un affrontement entre un succédané de pratiquants d'arts martiaux, fût-il 7e dan, et un pratiquant d'arts martiaux qui pratiquait les arts martiaux comme on le fait chez nous, avec très peu d'interdits, voire pas d'interdits du tout, mais les protections adéquates. Le 7e dan a fini dans un container, puisque c'était la mode à un moment donné, vous le saviez, quand on mettait un KO à quelqu'un chez nous, on le mettait dans la poubelle. Voilà. C'était la mode que j'avais lancée, que je trouvais très rigolote d'ailleurs. On les remettait à leur place. Bon. À quoi ça sert d'avoir eu des titres, des grades, un passeport sportif époustouflant, si c'est pour finir dans un container, dans un affrontement à 2, à 1 contre 1? C'est honteux. J'ai vu une fois, sur le port de la Seine, là, une ceinture noire d'un pratiquant d'une autre école sortir de sa voiture comme un fou pour aller se battre contre un gars qui travaillait à la poste et qui visiblement n'avait pas envie de se laisser compter. L'autre, il était persuadé de sa force parce qu'il était ceinture noire. Mais il s'est pris une volée. Mais l'autre, il était pratiquant de rien du tout. Il était con seulement. Et il n'était pas plein d'illusions. Il s'est vu un mec en face qui voulait essayer de le taper, et c'est lui qui l'a tapé. Et il lui a mis une rouste. Et l'autre, malgré sa ceinture noire, il est remonté dans sa voiture. En plus de sa ceinture noire, il avait une cocarde. C'est pas glorieux, hein? Non seulement l'ego de cette personne, qui avait sûrement un titre de compétition, parce que pour être aussi sûr de lui, je ne sais pas, ou alors son professeur avait été incapable de lui apprendre que l'agressivité ne menait à rien, il s'est retrouvé, il s'est remonté dans sa voiture penaud, il avait pris une volée, il avait pris un bol, et en plus, il aurait dû se remettre en question. Je me rappelle également d'un pratiquant que nous croisions, vous étiez là vous, que nous croisions régulièrement à Temple-sur-Lot, qui pratiquait l'aïkido avec avec monsieur Floquet. Monsieur. Avec Floquet. Il pratiquait l'aïkido chez cette personne, ou l'aïkibudo, enfin, ou un truc pareil, là, plus ou moins grotesque. Il était venu me raconter, alors qu'il était deuxième dan quand même. En théorie, un deuxième dan, c'est quelqu'un qui a un bagage, qui a un niveau. Il était venu me raconter, tout penaud,
Ah, je vous regarde vous entraîner, ça a l'air efficace ce que vous faites. Hein. Il était tout gentil cet homme. Tout gentil, tout simple en plus. Il me dit, moi, je me suis retrouvé à me battre, alors que j'avais pas envie, je me suis retrouvé à me battre contre un gars qui, dans la rue, là, et qui a priori faisait de la boxe taille. J'ai morflé, hein. Je dis, mais tu fais pas des arts martiaux? Il dit, ouais, mais ça m'a servi à rien, j'étais complètement inefficace. Je dis, ben change. Oh ouais, mais ça fait tellement longtemps que je fais ça, j'ai pas envie parce que j'ai tellement de choses à remettre en question. Ben alors, continue à être une con, hein. Je veux dire, pratiquer des arts martiaux pour pas être efficace, ça sert à rien, quoi. Ou alors, il faut acheter un revolver ou un fusil. Bon, après, on finit en prison. Mais on est efficace. C'est ma vision. Très bien, merci beaucoup maître. Autre question, la pratique du Tai Chi Chuan, vous êtes un spécialiste de cette pratique. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer sur ce que ça peut apporter à un pratiquant d'arts martiaux? Alors le Tai Chi, moi j'ai découvert le Tai Chi, je devais avoir 18 ans, 18-20 ans. Je pratiquais déjà les arts martiaux vietnamiens et chinois, je pratiquais les deux. Parce que je les ai toujours fait un petit peu de manière parallèle. C'est tellement cousin. Hein. C'est vrai. 11 siècles d'occupation chinoise au Vietnam, ceux qui viennent me parler d'arts martiaux vietnamiens me font doucement rigoler. Entre parenthèses. Hein. Les arts martiaux vietnamiens n'existent qu'au travers des arts martiaux chinois qui ont laissé une empreinte profonde au travers des 11 siècles d'occupation au Vietnam. Fin de la parenthèse. Le Tai Chi est également enseigné au Vietnam d'ailleurs. Mais j'ai découvert le Tai Chi, j'ai trouvé... Il y avait un monsieur qui était là, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, qui faisait une démonstration de Tai Chi. Je trouvais ça non seulement intriguant, très beau, et au travers de ce mouvement, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se dégageait. La personne qui montrait cette discipline à l'époque a disparu du paysage local varois, est parti aux États-Unis rejoindre malheureusement, ou heureusement pour lui, le cercle raélien, qui est une secte plus ou moins connue. Il a sûrement trouvé son bonheur, il est parti là-bas, il n'a jamais reparu ici. Mais en tout cas, c'était dans l'exécution et dans ce que je ressentais et voyais à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui comment je le verrais, hein, avec mes années de recul. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça parfaitement beau et maîtrisé. J'ai donc accroché avec le Tai Chi dès ce moment-là. Et j'avais pris la décision, très tôt, très vite, de découvrir cette discipline. Donc dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis inscrit à un stage. Après ce stage, je me suis rattaché à un cours d'un autre professeur de l'époque qui exerçait sur Toulon, qui exerce sûrement encore maintenant, qui est devenu un copain, Louis van der Joten, qui a écrit plein de livres, mais sa pratique à lui ne correspondait pas forcément à ce que j'attendais du Tai Chi. C'était très joli, c'était un excellent enseignant, un super esprit, un mec adorable. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais sa pratique ne correspondait pas tout à fait à ce que j'attendais. J'attendais dans cette pratique du Tai Chi un côté plus martial, plus développé au niveau martial, alors que là c'était essentiellement développé au niveau de l'exécution de l'enchaînement. Alors je me suis orienté sur autre chose. J'ai rencontré un autre expert
qui m'a apporté autre chose. Et puis je suis parti en Chine. Et puis quand je suis parti en Chine, j'ai non seulement travaillé sur les arts martiaux chinois externes, et sur les arts martiaux chinois internes. J'ai continué ensuite avec la famille Li, que j'avais rencontrée là-bas. J'ai continué à travailler avec eux en France. Et j'ai donc continué à développer mon travail du tai chi. Et puis après, je l'ai enseigné. C'était un travail qui était plus martial, beaucoup plus tourné vers le travail à deux. Parce que le problème, ce qu'il y a, c'est que dans le tai chi aujourd'hui, c'est que les gens, c'est devenu une mode. C'est devenu une mode que les gens confondent. Ils confondent le tai chi chuan avec une forme un peu comme un yoga, un peu comme une gymnastique ou une danse. Et voilà, je vais faire du tai chi. Alors on a tout un tas de bobos qui n'ont absolument rien compris à ce qu'était le tai chi et qui vont faire du tai chi. Alors, ils sont là, ils font des mouvements qui sont absolument dénués d'âme, d'énergie, de profondeur, et ils font des mouvements là, comme je ferais, je sais pas, comme je ferais, je connais pas le yoga, alors je vais pas dire du yoga, je connais pas, je ne me permettrai pas de parler de ça, mais comme je ferais n'importe quoi, une forme de gymnastique ou de chorégraphie, il n'y a rien quoi. Alors que le tai chi, c'est profond, c'est un art martial. Le tai chi, c'est vraiment une discipline où j'apprends à me défendre. Et quand on pratique le tai chi avec assiduité, et que l'on pratique en même temps une discipline martiale de combat, on se rend compte que le tai chi influence le combat, que le tai chi influence ma boxe. Pas le contraire. Non. Le tai chi a influencé ma pratique de la boxe. Le tai chi a influencé mon efficacité, jusqu'à me donner une efficacité. Bon, même si aujourd'hui j'ai pris un peu de poids, c'est pas trop, hein. Si. J'ai perdu quand même. Oui. Même si le tai chi, il m'a donné cette technique du transfert de poids dans le travail externe, qui n'apparaît que très rarement ailleurs. Dans le travail externe, on vous parle souvent du mouvement de la hanche. Alors ça aussi, ça me fait beaucoup rire dans certaines disciplines. Il faut travailler avec la hanche, et les gens, ils ont des jambes écartées, ils ont 1,50 m entre chaque pied. Comment on fait pour travailler la hanche? Bref, on en reparlera, hein. Mais bon, c'est pas possible. Alors que dans le tai chi, on est c'est la voie du milieu. Et il y a forcément ce transfert de poids, ce travail de la hanche, le travail de l'énergie. Et donc le tai chi influence forcément l'extérieur. Le tai chi est une école martiale d'une efficacité redoutable et doit être comprise comme telle. Pour autant, elle n'est pas que ça. Elle est aussi une école de santé. Elle est aussi une école de souplesse. Elle est aussi une formidable école initiatique. Une véritable école initiatique. Une école initiatique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné. Parce que, encore une fois, on parle d'arts martiaux internes, mais on reste à la surface des choses, sans voir que le tai chi, en fait, me permet de travailler sur ma philosophie profonde. Le tai chi est profondément imprégné de la philosophie asiatique, toute la philosophie asiatique. Parce qu'on parle du taoïsme, merci. Je bois un coup. On parle du taoïsme, mais on peut y mettre toute la philosophie asiatique. Le taoïsme et le bouddhisme se sont tellement interpénétrés en Chine, à tel point que c'est très rigolo, hein, je sais pas, à l'époque, dans les années 80, quand j'ai été là-bas, il y avait comme nous, on a les prieurés dans les campagnes,
qui de nos jours, malheureusement, sont très souvent détruits par les imbéciles, qui ne respectent pas la culture, même que l'on soit pratiquant ou pas. Les prieurés sont détruits en France, c'est idiot. Et là-bas, il y avait des espèces de sanctuaires qui réunissaient en même temps les trois philosophies, taoïste, confucianiste et bouddhiste. Et il y avait des offrandes. C'était courant. C'était courant d'avoir ces trois philosophies réunies dans un même petit sanctuaire, si vous voulez. Et le tai chi n'échappe pas à cette règle. C'est une philosophie d'interpénétration d'ailleurs. Prétendre que c'est ne pas connaître les philosophies orientales. Le taoïsme et le bouddhisme s'interpénètrent l'un l'autre. Parce que on a pris des pans entiers de ces deux pensées et on les a intégrés parce qu'on dit ah ben c'est vrai. On reconnaît une vérité, une vérité. On croit reconnaître une vérité dans tel enseignement, donc on va l'intégrer. Et Tai Chi n'échappe pas à cette règle, mais c'est une véritable école initiatique. Combien l'enseigne comme ça? Combien vont vous dire à quoi correspondent les mouvements par rapport à la pensée taoïste ou bouddhiste? Combien? Très peu. Combien vous enseigne aujourd'hui la portée martiale du tai chi? Très peu. Alors on a quelque chose qui est réduit à peau de chagrin. Tai chi, les gens viennent faire de la gymnastique. C'est pas ça. C'est pas du tout ma philosophie. Ma philosophie à moi, c'est un tai chi pur, dur, qui correspond à un art martial. Sur le Mont Wutang, j'ai pas appris au Mont Wutang. Mon maître m'a enseigné beaucoup de choses, mais j'ai pas appris là-bas. Mais au Mont Wutang, il faut d'abord avoir maîtrisé les arts martiaux externes pour passer après au tai chi, aux arts martiaux internes. Et il y a eu d'excellents reportages d'ailleurs qui sont passés à la télévision là-dessus, que l'on trouve aussi sur les chaînes habituelles, YouTube, etc. Ça veut dire que de nos jours, encore une fois, comme pour les arts martiaux externes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on s'est fourvoyé, on a galvaudé ce qu'était l'art martial original. Et moi, c'est moi l'original aujourd'hui, on me regarde comme étant un peu ah bah non, il n'aime pas la compétition. Le tai chi fait tai chi martial, il est un peu taré. Ouais, peut-être. Mais ce que je fais, si ça ne plaît pas, tant pis. Hein. Mais en tout cas, ça correspond à mon état d'esprit, à ce que j'ai envie de transmettre. Et puis ça correspond surtout à une culture originale. Et même si je suis décalé parce qu'on est au XXIe siècle, et que ça a 2000 ans d'existence, je suis en phase avec moi-même et avec ce que j'ai recherché au départ. De toute façon, on n'est jamais en phase avec tout le monde. Alors de toute façon, je m'en fous. Merci bien. Troisième thème. Donc vous nous avez expliqué un petit peu dans quel contexte vous avez fondé l'école Tam Kuen Dao, la voie des 8 box. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce que représente l'école pour vous, ce que c'est qu'une école d'arts martiaux traditionnelle comme celle que vous avez fondée? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une école d'arts martiaux selon vous, selon vos idées? Alors chacun va avoir son idée de l'école. Nous avons tous connu certaines écoles qui étaient à la limite de la secte, qui existent encore d'ailleurs. Je ne livrerai pas de nom, mais qui ont eu beaucoup d'adeptes. Ça n'a jamais été ma philosophie, évidemment. Mon école, elle est née... J'avais pas du tout dans l'idée de fonder une école. Ce n'était pas du tout ce que
je visais dans ma vie. Moi, je pratiquais les arts martiaux pour moi. Moi. Peut-être de manière égoïste, mais j'avais envie d'apprendre pour moi, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ni plus ni moins. Parce que j'étais quelqu'un qui était atrocement complexé. Parce que j'étais quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en lui. Alors, j'ai pratiqué les arts martiaux pour ça à outrance en France et en Chine. J'ai pratiqué. Et puis quand je suis venu présenter au sein de la Fédération européenne, parce que j'avais pas du tout comme vision et comme espoir d'être reconnu un jour comme chef de file d'une école, quand je suis venu présenter mon travail, on m'a dit, mais ce travail-là, c'est beau ça, c'est magnifique. Mais on ne peut pas vous rattacher à une école. Moi j'étais venu, j'avais demandé à être rattaché à une école, quelle qu'elle soit. J'ai dit, est-ce que quelqu'un veut bien m'accepter? On m'a dit, on ne peut pas vous rattacher à quelqu'un. Et Maître Louis Marion, aujourd'hui décédé, qui était un homme admirable, d'un point de vue humain, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai... Son côté humain, son côté visionnaire, son côté simple, a été un exemple pour moi. Cet homme-là, il est arrivé, il m'a dit, mais on ne peut pas reconnaître ton école. Par contre, on ne peut pas te rattacher à une école quelconque, parce que ton travail est trop particulier. Par contre, ton école, tu vas la présenter, tu vas la revendiquer, et on va la reconnaître comme une école à part entière. On est content. Moi, on me dit ça, je n'étais pas venu pour ça. On me dit, on va reconnaître ton école. D'accord. J'avais un peu honte parce que je ne me sentais pas du tout l'aura, la carrure pour ça, pas du tout. Et puis, vous me connaissez, hein. L'ego, c'est pas mon truc, hein. J'aime bien rire, mais l'ego, c'est pas mon truc. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, on va faire comme ça. Ça s'est passé comme ça. Mais il y a eu une levée de bouclier, évidemment. Il y a eu des gens jaloux, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord. Et j'ai donc, pour cela, dû être parrainé par les 3 plus grands maîtres de la fédération à l'époque, qui ont dit, mais nous on le reconnaît pour tel, c'est tout, stop. Maintenant, les autres, vous vous pliez, c'est une nouvelle école. Et on est parti de là. Je suis rentré dans l'Assemblée des grandes écoles hostiles à ce moment-là. J'ai commencé à recevoir des invitations à droite à gauche pour diriger des stages. Certaines écoles, certains clubs, pas écoles, certains clubs sont venus me demander de rentrer chez moi, de travailler avec moi. Je les formais. J'ai donné des cours en Bretagne, en Italie, en Roumanie, en Maroc, un peu partout. Jusqu'au moment, il y a quelques années, où j'ai dit stop. Stop au Maroc, stop pour une seule raison, parce que, voilà. Mais mon école, au départ, elle est née comme ça. Et alors, on m'a dit, au départ, il faut donner un nom à cette école. Un nom? Ok. Moi, j'étais parti en Chine populaire. J'avais travaillé le tai chi de l'école Yang. J'avais travaillé les écoles Shaolin, mais quand on dit travailler les écoles Shaolin, ici c'est galvaudé, parce que la plupart du temps, ça ne correspond pas du tout à ça. Mais j'allais quand même pas dire, je travaille à l'école Xiaolam. Je trouvais ça, ça ne correspondait pas du tout à la réalité. Parce que l'école Xiaolam, ça aurait voulu dire que j'avais travaillé toute l'école. Ce n'est pas le cas. J'avais travaillé une infime partie de l'école Xiaolam, Shaolin.
enfin une infime partie, un des courants seulement. Donc j'ai dit c'est pas possible. Donc il a fallu que je trouve quel nom donner. J'ai contacté mon maître, enfin la famille de mon maître. J'en ai discuté avec eux, j'ai continué à travailler avec eux pendant quelques années encore après. J'ai synthétisé certains enchaînements d'ailleurs avec eux, que j'ai enseigné. Et puis le nom de... Alors en chinois c'était Ba Chuan Tao, Ba 8, Chuan box, Tao la voix. Mais évidemment, dans une école, dans une fédération d'arts martiaux vietnamiens et sino-vietnamiens et Viet-Vo Dao, je ne pouvais pas donner un nom chinois. Le nom chinois qui avait été choisi avec mes maîtres, le Ba Chuan Tao, l'original. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a vietnamisé. On l'a appelé Tam Quyen Dao. Pourquoi Tam? Parce que en vietnamien, c'est 8. Et comme par hasard, on a 8 boxes différentes. La grue, le serpent, l'aigle, etc. Et en sino-vietnamien, Ba, c'est 3. Et 3, ça correspondait aux arts martiaux chinois que j'avais appris, aux arts martiaux vietnamiens que j'avais appris, et aux arts martiaux internes. Au Tai Kuk Kuen. Donc ça devenait très logique d'appeler cette école Tam Quyen Dao. Et pour illustrer cette école, nous avions fait le macaron de l'école, à savoir le yin et le yang, avec le nom Tam Quyen Dao Kung Fu, et les 5 principaux animaux travaillaient au sein de l'école. Pourquoi 5 et pas 8? Parce que 5, c'est les 5 sens de l'être humain, c'est les 5 doigts de l'être humain, etc. Tous les nombres 5 qui correspondent et qui sont assez symboliques. Le yin et le yang, parce que ça correspondait au taïki, et comme on travaillait sur les écoles internes, ça allait très bien. Et il y avait Tam Quyen Dao Kung Fu, Kung Fu écrit en sino-vietnamien, parce que Kung Fu tout seul, ça ne veut rien dire du tout. Malgré ce que l'on croit, les gens ils croient que Kung Fu ça désigne un art martial, ça ne veut rien dire du tout. Kung Fu ça veut dire, ça désigne un savoir-faire en fait. Un maître dans une discipline quelconque, qui peut très bien être un maître cuisinier, c'est la mode en ce moment, d'en voir à la télé là. On peut avoir le Kung Fu en pâtisserie, comme Cyril Lignac. Cyril Lignac est un Kung Fu de pâtisserie, très sympathique d'ailleurs. Il fait des beaux gâteaux. Bien. Et alors que Tam Quyen Dao Kung Fu, eh ben, ça voulait dire maître de l'art Tam Quyen Dao. Mais il y a quand même une notion dans le Kung Fu, écrit comme ceci, une notion de difficulté, souffrance. C'est pas un art que l'on apprend à l'ENA, d'accord? Non, c'est un art que l'on apprend dans la difficulté et la souffrance. D'où l'appellation de notre école, Tam Quyen Dao Kung Fu. Voilà. Ok, merci bien. Donc en conclusion, est-ce que vous auriez un message à donner à des gens qui débutent dans la pratique, et puis votre vision peut-être pour l'avenir, vos souhaits pour l'avenir? Quelqu'un qui débute dans la pratique, il faut savoir qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers une salle d'arts martiaux. Quelle est l'idée phare de sa démarche? Pourquoi quelqu'un, à un moment donné, va se tourner vers un club d'arts martiaux? Pourquoi il va pousser la porte d'un dojo? Cette idée ne doit jamais le quitter. Parce que quand on pousse la porte d'une salle d'arts martiaux pour apprendre à se défendre, il ne faut pas se leurrer, hein. Vous le savez. Mais combien d'années il faut pour être efficace?
vraiment efficace. Si je décroche avant cette efficacité, c'est-à-dire avant la fin de ma vie, parce que l'efficacité elle évolue. Il y a au départ, quand on est jeune, une recherche d'efficacité dans la puissance, dans la souplesse, et puis après il y a une autre forme d'efficacité, il y a dans la technique, dans le vice, et puis après il y a dans la dissuasion, et puis après la véritable efficacité, c'est celle qui consiste à tourner le dos en se disant il faut savoir pourquoi on a poussé cette porte. Ne jamais perdre de vue son objectif, son but, objectif à court, moyen, long terme. Parce que il y a des gens qui décrochent, hein, on le sait tous. Peu restent, beaucoup décrochent. Alors quelqu'un qui pratique, qui débute dans la pratique, la première chose que j'ai à conseiller, c'est quel est le but, quel est l'objectif. Est-ce qu'on a atteint son objectif à court terme? Est-ce qu'on a atteint ensuite son objectif à moyen terme? Parce que l'objectif à long terme, de toute façon, il est à long terme. Donc on va l'obtenir peut-être jamais, peut-être pas dans cette vie. Parce que moi, j'ai une vision karmique. Alors ça veut dire que lorsque l'on est un débutant, on doit se fixer un but et y tendre. Y tendre. Ça veut dire que lorsque l'on est un débutant et qu'on veut atteindre une certaine efficacité, on va devoir le faire par le kung-fu, par la douleur, la souffrance. Aucune maîtrise d'un art, surtout un art martial, ne se fait sans douleur, ne se fait sans souffrance, ne se fait sans sacrifice. J'ai sacrifié des heures de ma vie, j'ai sacrifié des pans entiers de ma vie, j'ai sacrifié 2 mariages à la pratique des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est d'abord des sacrifices. Parce que lorsque l'on veut, on ne devient pas un expert ou un maître sans sacrifice. On ne devient pas un expert ou un maître sans souffrir beaucoup, sans énormément d'entraînement. J'ai pratiqué pendant plusieurs dizaines d'années au moins 10 heures par jour. Et aujourd'hui, ce que je sais, je le sais, je ne sais pas tout. Et aujourd'hui, malgré toutes ces heures d'entraînement, malgré tout ce que j'ai pu apprendre, parfois même auprès d'autres disciplines, parce que je n'ai pas hésité à aller me frotter aux pratiquants de boxe. Vous connaissez mon parcours, vous. Oui, effectivement, j'ai mis des fois les gants avec des boxeurs, j'ai mis les gants avec des gens de la boxe thaï, j'ai mis les gants avec des karatékas. Bon, généralement, je n'avais pas grand-chose à apprendre de ce côté-là. J'ai mis les gants avec différentes personnes. Et systématiquement, j'ai donc dû me remettre en question. La pratique des arts martiaux, c'est savoir se remettre en question sans arrêt. Aujourd'hui, je crois avoir une efficacité très bien. Je vais rencontrer tel style, voir si je suis efficace, vraiment. Je ne le suis pas, eh bien, je vais me remettre en question. Vous vous rappelez sûrement que nous avons fait des stages communs avec d'autres disciplines, notamment Cathy Arnaud, qui a été médaillée olympique. Nous faisions des échanges, parce qu'elle avait cette même vision, elle aussi. Elle voulait que ses élèves à elle apprennent ce que je pouvais leur apporter en tant qu'expert, et moi je voulais que mes élèves apprennent avec elle ce qu'elle pouvait leur apporter en tant qu'expert, le judo, notamment au sol, où on avait beaucoup à apprendre, notamment de quelqu'un comme elle. 6e ou 7e dan ou 8e dan de judo, spécialiste du sol, on a beaucoup à apprendre de quelqu'un comme ça. Donc, quelqu'un qui commence les arts martiaux aujourd'hui, il ne doit pas se limiter, déjà, croire que sa discipline est la meilleure, croire que son professeur est le meilleur, croire qu'il est le meilleur.
parce qu'il fait aujourd'hui la loi dans son club, ou qu'il a gagné 2 compétitions, qu'il est bon. Quelqu'un qui commencerait les arts martiaux aujourd'hui doit être conscient qu'on peut trouver l'efficacité dans différentes disciplines. L'efficacité, elle s'acquiert comment? En ne rêvant pas, en travaillant beaucoup, et en étant capable de se remettre en question, et surtout, d'évoluer. Évoluer soi-même en fonction de ses capacités physiques, morales et son âge, parce qu'on ne pratique pas les arts martiaux de la même manière à 60 ans qu'on les pratique à 20 ans. On n'a pas les mêmes capacités physiques. On est beaucoup plus vicieux, certes. On est beaucoup plus technique, certes. Mais je connais peu d'hommes de mon âge qui seront capables de tenir sur la distance face à un petit de 20 ans. C'est pas possible. On va être obligé de développer d'autres qualités. Une plus grande précision, un timing meilleur, etc. Donc ce que je veux dire, moi, quelqu'un qui débuterait les arts martiaux aujourd'hui, c'est ça. Ne pas perdre de vue son but initial. Savoir se fixer des buts intermédiaires, à court, moyen et un but à long terme. Travailler. Et ensuite, peut-être, arriver à quelque chose. Peut-être. Il y a des élèves doués. Généralement, les plus doués s'arrêtent très vite. Les plus doués. Ceux qui persistent, ce sont ceux qui ont le plus de difficultés au départ et qui vont s'accrocher justement parce qu'ils se sont fixés un terme, ils se sont fixés un but. Alors ils ne sont pas doués, mais ils se sont fixés un but. Ils se disent, tiens, je veux être expert, moi. Et je ne le perds pas de vue, ça, je veux être un expert. Comme je ne le perds pas de vue, je m'entraîne. Et cela, il doit être très bon. Alors que les plus doués, généralement, ils s'arrêtent très vite, au bout d'un an, 2 ans. On en a tous connu. Voilà ma réponse. Merci maître pour tout ce partage de votre expérience de plus de 50 ans. Merci beaucoup.